Cyprien Boganda, bonjour. Vous êtes journaliste à l'Humanité Dimanche. Vous venez de publier aux éditions La Découverte Le business des faillites, une enquête sur ceux qui prospèrent sur les ruines de l'économie française. Qui sont ces vautours de la restructuration ? En fait, l'idée du livre, c'est de montrer que grâce aux entreprises en difficulté, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Il y a à peu près 60 000 entreprises qui font faillite tous les ans en France et ça représente un marché considérable pour les gens qui sont des professionnels de la restructuration. Donc des gens qui sont payés pour restructurer les entreprises en difficulté, c'est-à-dire faire des plans sociaux, fermer des sites, etc., etc. Donc il y a plusieurs professions assez emblématiques. Il y a par exemple les managers de crise, donc des gens qui sont appelés au secours par les actionnaires en général pour prendre les rênes d'une entreprise en difficulté et essayer de la redresser en 6, 7, 8 mois. Il y a aussi les avocats, donc des gens qui sont payés pour rédiger les plans sociaux. Il y a les administrateurs judiciaires, donc des gens qui viennent dans le cadre de redressement judiciaire pour assister ou remplacer les patrons. Il y a pas mal de professions comme ça de ce genre-là. Vous parlez d'une véritable industrie. Oui, c'est une véritable industrie. Alors c'est une industrie qui n'est pas nouvelle, en fait, ça fait à peu près 30 ans que ça existe. Dès la fin des années 70, avec l'arrivée vraiment de la crise économique, le nombre de faillites a explosé, il a été multiplié par 2 en une décennie. Et donc il y a des gens, des hommes d'affaires qui ont considéré qu'il y avait de l'argent à se faire en reprenant des entreprises en difficulté. Donc le principe, c'est toujours un peu le même, c'est de repérer une entreprise en difficulté, mais qui a un potentiel intéressant, de la racheter de préférence 3 francs 6 sous, de la restructurer ensuite, donc en supprimant des emplois, en revendant les actifs qui ne sont pas intéressants, et ensuite en la revendant, et donc en acquisition de plus-value. Et donc il y a pas mal d'hommes d'affaires qui ont fait fortune comme ça, des gens comme François Pinault, Bernard Arnault ou Vincent Bolloré. Oui, d'ailleurs on l'ignore, on ne le dit pas assez, mais Pinault, Arnault ou Bolloré ont bâti leur fortune au départ grâce à ce business des faillites, en rachetant pour l'euro symbolique des entreprises en difficulté. Le premier à l'avoir fait, je pense, l'un des tout premiers, c'était François Pinault. Lui, il avait une méthode assez particulière, c'est qu'il essayait de repérer les entreprises en difficulté qui se trouvaient dans des fiefs électoraux de responsables politiques en vue. Donc ça lui permettait de sauver l'entreprise et derrière, évidemment, de devenir des intimes des responsables politiques qui après pouvaient lui renvoyer l'ascenseur. Et donc son premier gros coup, c'était en 1986, c'était l'entreprise Isorois, donc une grosse entreprise de fabricants de contreplaqué, qui s'est retrouvée en faillite. Il y avait 4000 salariés qui risquaient de se faire licencier. Pinault est arrivé et il a réussi à obtenir 250 millions de francs de subventions publiques. Donc il a racheté l'entreprise. Il a, alors selon les sources de l'époque, supprimé à peu près 1000 emplois. Et par la suite, il a revendu l'entreprise pour une somme faramineuse. On cite le chiffre de 900 millions de francs. Donc ça fait une très belle plus-value. Ouais. L'affaire Maury Ducrot, ce transporteur de colis qui emploie des milliers de salariés, sauvé en 2014, vendu comme un sauvetage exemplaire par l'État, est reparti pour faire faillite. Oui, dans cette affaire-là, c'est une affaire assez complexe. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que fin 2013, l'entreprise Maury Ducrot a fait faillite une première fois. Donc une entreprise de messagerie, de transport de colis. À l'époque, il y avait 5000 salariés. Donc le gouvernement, évidemment, avait aucune envie que l'entreprise soit liquidée. Donc le gouvernement a fait pression sur le propriétaire de l'époque, qui était un fonds de retournement, donc c'est un fonds spécialisé dans le rachat d'entreprises en difficulté, qui s'appelle Arcon Industries. Il a fait pression sur ce fonds pour qu'il rachète en fait l'entreprise à la barre du tribunal de commerce. Et au passage, il a signé un chèque de 17,5 millions d'euros de subvention. Et donc à l'époque, Arcon Industries a supprimé la moitié des emplois. Donc il y a 2500 salariés qui se sont retrouvés sur le carreau. Et un an plus tard, donc à l'époque c'était vendu comme un sauvetage extraordinaire, et on s'est rendu compte qu'un an plus tard, l'entreprise est de nouveau là en dépôt de bilan. Donc à l'heure où on parle, elle est en redressement judiciaire. Et il y a, alors on ne sait pas si quelqu'un va la récupérer ou pas, mais il y a des chances pour qu'elle soit liquidée au final. Et donc ça, ce que ça montre, à mon avis, c'est que l'État, depuis 30 ans, se désengage complètement du secteur des boîtes en difficulté. Donc plutôt que d'intervenir lui-même pour essayer de sauver des entreprises, il va signer des chèques à des repreneurs, donc à des gens qui viennent et qui récupèrent la boîte en essayant de la restructurer. Et malheureusement, quand on se désintéresse complètement de la question, ça peut entraîner des dérives. Et le cas de Maury Ducrot l'illustre assez bien. Justement, l'État joue un rôle très ambigu, malgré l'arrivée de François Hollande au pouvoir et la naissance d'un ministère du redressement productif qui visait justement à
à lutter contre ce type de dérive, on se rend compte que le bilan est relativement maigre aujourd'hui. Ouais, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand le ministère a été lancé, il y a eu tout un battage médiatique, beaucoup de communication. Le gouvernement s'était engagé justement à venir en aide aux entreprises en difficulté. Mais ce qui s'est passé, évidemment, c'est que le bilan est très maigre. Il y a une autre structure qui a été créée à la même période, qui s'appelait la BPI, donc la Banque publique d'investissement, qui a été créée à l'instigation de François Hollande, et qui a une force de frappe de 42 milliards d'euros, donc c'est considérable. Sauf qu'au moment de la création, il y a eu un débat pour savoir quelle devait être la mission de cette banque. Est-ce qu'elle devait se comporter comme n'importe quelle banque et venir avant tout en aide aux entreprises qui vont bien, ou est-ce qu'elle devait aider les entreprises en difficulté? Et le débat a été tranché très rapidement par Jean-Pierre Jouyet plutôt, qui était à l'époque son directeur et qui a expliqué que la BPI n'avait pas vocation à aider les canards boiteux. Et on voit bien le résultat aujourd'hui, c'est que finalement cette BPI, elle se comportait comme n'importe quelle banque, et donc elle a laissé des milliers d'entreprises faire faillite. Des entreprises qui font faillite et les principaux concernés, les salariés, qui sont souvent rarement associés à ces restructurations. Ouais, en tous les cas, où on a l'impression que ce sont les grandes victimes oubliées. Ouais, ce que j'explique dans le livre, c'est que malheureusement, les restructurations se font systématiquement sans qu'ils y soient associés. Donc dans le cadre des reprises, quand il y a une entreprise en difficulté qui cherche un repreneur, généralement les salariés, enfin tout le temps, les salariés ne sont jamais associés à cette procédure-là. Donc ils suivent dans la presse les différentes tractations et ils sont systématiquement placés devant le fait accompli. Donc c'est tout l'enjeu aussi, c'est tout le problème de ce business-là. Ouais. Pour vous, il y a eu une accélération en 30-40 ans? En tout cas, une professionnalisation du business, c'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 70, des gens comme François Pinault, Arnaud et les autres agissaient de façon relativement artisanale, si on peut dire. Et aujourd'hui, je pense que la restructuration, c'est devenu une industrie à part entière. Et les gens qui interviennent sont vraiment des professionnels. Il n'y a plus de personnages aussi flamboyants que Arnaud ou Pinault. Les fonds qui aujourd'hui font de la restructuration, on les appelle les fonds de retournement. C'est des fonds en général dont on ignore le nom, puisque c'est des gens anonymes. Et leur but, évidemment, c'est d'opérer dans l'ombre sans se faire remarquer. Mais il y a plusieurs milliers de personnes aujourd'hui en France qui vivent de ce business-là. Ouais. Donc c'est devenu une véritable industrie. À l'exception de Maurice Ducrot, quels sont pour vous les cas les plus emblématiques de ce business qui prospère sur les ruines de l'économie française? L'un des cas les plus emblématiques, c'est peut-être l'affaire Samsonite. Donc c'est l'entreprise Samsonite située à Hénin-Beaumont dans le nord de la France. En fait, ça a commencé en 2005. Donc à l'époque, le fabricant de bagages Samsonite voulait se débarrasser de ce site-là, mais il ne voulait pas payer lui-même le plan social, parce que ça coûte très cher. Donc il a décidé de sous-traiter la restructuration, et donc il a payé un repreneur, enfin un duo de repreneurs, pour reprendre l'entreprise en difficulté. Donc à l'époque, ce duo-là est arrivé, a repris l'entreprise pour quelques francs, et a promis d'investir pour transformer l'usine en fabricant de panneaux solaires. Sauf que ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'ils n'ont pas investi un copec dans cette entreprise-là, qu'il n'y a aucun panneau solaire qui est sorti de l'entreprise. Et à peine un an après la reprise, l'entreprise a fait faillite et s'est retrouvée en redressement judiciaire. Il y a une enquête qui a été ouverte et on s'est rendu compte que ces repreneurs-là avaient en fait siphonné les caisses de l'entreprise. Et donc ils ont empoché comme ça plusieurs centaines de milliers d'euros. Au lieu de remettre cet argent dans le développement de l'entreprise. Et ils ont été condamnés à de la prison ferme dans ce cadre-là.